Depuis le début de ma carrière, j'ai occupé 7 postes différents. Sur les 7 postes, on est venu me chercher pour 4 des postes. Ils demandent au recruteur et pourquoi moi? J'ai pas travaillé dans la tech, comment est-ce que vous avez trouvé mon profil? Et là, le recruteur de lui dire ChatGPT. Le travail finit toujours par payer et donc c'était une certaine frustration. Et à un moment, j'ai eu une prise de conscience et c'est différents éléments qui se sont combinés. Et c'est d'abord le fait d'en discuter avec un de mes proches et qui me disait non mais t'inquiète pas, vous n'êtes pas sur les mêmes trajectoires professionnelles. Le conseil que je donnerais, c'est amusez-vous. À partir du moment où vous vous amuserez, on s'en rendra compte, le succès suivra. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un problème majeur qui touche les personnes expérimentées et seniors en entreprise. Vous avez déjà vécu cette situation ou bien autour de vous, au moins une personne a déjà vécu cette situation. Vous êtes expérimenté, vous êtes compétent, mais lorsqu'il y a des opportunités de progression en entreprise, on ne pense pas à vous. Vous êtes expérimenté, vous êtes compétent, mais lorsqu'un poste stratégique pour avoir de la hauteur en entreprise se libère, on pense aux juniors qui viennent d'intégrer l'équipe, mais on ne pense pas à vous. Vous êtes expérimenté, vous êtes compétent, mais vous êtes invisible auprès du management. Comment faire pour s'en sortir dans ce monde? Comment faire pour évoluer dans un marché caché? Comment faire pour être visible? Comment faire pour avoir le maximum d'opportunités dans ce contexte? Pour évoluer en entreprise, l'une des clés, c'est quoi? C'est le réseau. Véritablement, le réseau. Et quand on parle de réseau, comment est-ce qu'on fait concrètement pour avoir ce réseau? Comment est-ce qu'on fait réellement pour pouvoir maintenir les relations? Comment est-ce qu'on fait pour faire de son réseau un levier à opportunité? Pour parler de ce sujet qui me tient à cœur, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Guillaume Desachi. Qui est Guillaume Desachi? Guillaume Desachi, c'est un data scientist, un biostatisticien, un statisticien de la santé, comme vous voulez, qui a plus de 15 années d'expérience. Il évolue dans les rôles contributeur individuel, manager et aujourd'hui manager de manager. Dans le podcast, il partagera avec nous justement sa vision, son parcours et surtout comment est-ce qu'on fait pour réussir dans ce secteur, dans ce marché caché de l'emploi et comment être visible sans renier ses valeurs, comment être visible sans être mal perçu. Voilà les thématiques qu'on va aborder ensemble. Mais avant de vous laisser avec le podcast, permettez-moi de vous présenter le sponsor de cet épisode, Elia Advisory. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte de conseils et de formation que j'ai créée qui a pour mission de faire de la data et de l'IA votre avantage compétitif. Aujourd'hui, vous êtes une banque en direction de risque de crédit et vous souhaitez faire avancer un projet rapidement. Je suis disponible pour vous accompagner dans vos projets. Vous souhaitez vous former en data et en IA. Je suis disponible, je vous accompagne main de la main pour vous aider à faire de la data et l'IA votre avantage compétitif. Donc, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et un autre point important, moi, ma mission, c'est de permettre à la francophonie de comprendre le monde de la data et l'IA. Moi, j'aimerais qu'on atteigne 1 million d'abonnés. Je pense qu'on peut le faire. On va le faire d'ailleurs. Je suis motivée pour qu'on le fasse. Et pour qu'on y arrive, les amis, c'est très simple. Vous vous abonnez sur la chaîne YouTube. Vous likez, vous partagez autour de vous pour aider d'autres personnes justement à comprendre comment créer son réseau, à comprendre comment être visible, à comprendre les clés cachées qu'on ne vous explique pas toujours. Et surtout, les amis, sur les plateformes audio, mettez-moi 5 étoiles parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir de l'impact. OK? Likez, commentez, partagez. Vous avez les élections. Maintenant, place à ma discussion avec Guillaume. Bonne écoute à vous. Salut Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est la deuxième fois que tu viens sur le podcast. En tout cas, comme d'habitude, tu es le bienvenu dans l'émission. Il faut savoir qu'on a fait la même école Nsaï et moi, ça fait plaisir en tout cas de revenir sur ton parcours et également partager ton parcours avec ma communauté. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, déjà, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va. Alors, comment est-ce que tu te présentes pour une personne qui ne te connaît pas, qui te découvre justement avec le podcast? Donc, je m'appelle Guillaume Desachi, je suis ingénieur statisticien de formation. Comme tu disais, on a fait la même école. Alors, on n'est pas tous les deux issus tout à fait de la même promo, mais je crois qu'on est issus de la même décennie au moins, donc c'est pas trop loin. Ça, c'est sûr. Effectivement, oui. Donc, j'ai fait la NSAI et je suis issu de la promo 2011. Et depuis le début de ma carrière, j'ai travaillé au développement de médicaments. De près ou de loin, que ce soit recherche fondamentale, en travaillant dans le monde académique, ou plus proche du médicament, en travaillant dans l'industrie pharma. Et ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je travaille dans l'industrie pharma. Et aujourd'hui, je travaille en tant que responsable du département biométrie au sein des laboratoires Pierre Fabre. Ok. Et du coup, la biométrie au sein des laboratoires Pierre Fabre, c'est un département qui soutient l'ensemble des médicaments qui sont développés ou commercialisés par l'entreprise. Et on amène notre expertise, et l'expertise qu'on apporte, c'est du data management, de la programmation et de la statistique. D'accord. Et du coup, c'est un département qui vise à collecter les données, les structurer
et les analyser. Et pour en faire quoi d'ailleurs? Donc tu es chez Pierre Fabre, tu m'as parlé de data management, d'analyse statistique, pour la création de médicaments, si j'ai bien compris. Exactement. Et à quoi ça sert concrètement la data? Si on revient, moi, de par ton parcours, que ce soit à l'ENSAI, tu t'es spécialisé dans le domaine pharmaceutique de la santé. Et dans ma communauté, il y a beaucoup de personnes qui me demandent à quoi ressemble la data dans la santé. Donc toi, côté Pierre Fabre, qu'est-ce que tu fais concrètement avec ces statistiques-là? À quoi ça sert? Concrètement, chez Pierre Fabre, la statistique et la biométrie au sens large visent à utiliser des données patients pour prouver donc on développe des médicaments au quotidien et donc on accompagne le développement du médicament et on cherche à montrer qu'un médicament qui est développé par Pierre Fabre est plus efficace qu'un médicament qui est sur le marché. D'accord. Okay. Et une analogie qu'on pourrait faire, on pourrait se dire que les données qu'on doit collecter, donc les données de santé, c'est des pièces de Lego. Mais donc ces pièces de Lego, ces données de santé, elles sont de plein de formes différentes, elles sont de plein de couleurs différentes. Et au bout du bout, il faut qu'on arrive à convaincre les autorités de santé que effectivement notre médicament est plus efficace qu'un médicament qui est sur le marché. Et donc on doit raconter une histoire. On doit raconter une jolie histoire. Après, c'est pas une histoire qui se base sur du vent, c'est une histoire qui se base sur des données. Ouais. Et du coup, ces pièces de Lego, on doit construire un Lego. Donc, on pourrait imaginer que le Lego qu'on doit construire, c'est par exemple la petite Elsa de la Reine des Neiges, qui est dans son château. Et donc, soit elle est dans son château qui est immaculé, et ça, c'est les essais cliniques, parce que les essais cliniques, on contrôle beaucoup de choses. On contrôle quels patients vont être inclus dans l'essai clinique, on suit les patients viennent à l'hôpital, etc. Et ça, c'est les essais cliniques. Et d'un autre côté, on a la vraie vie. Et donc la vraie vie, ça peut être toujours la petite Elsa, sauf qu'avant de prendre son médicament, elle a pris une pizza. Elle a mangé une pizza alors qu'en fait, on lui avait dit qu'avant de prendre son médicament, il fallait qu'elle soit à jeun. Ouais. Tu vois ? Donc, et nous, notre boulot, c'est vraiment de raconter cette histoire aux autorités de santé en combinant ces deux types d'études. On a les essais cliniques d'un côté qui sont extrêmement aseptisés, et puis on a d'un autre côté ce qu'on appelle les études de vie réelle. Et donc le département apporte cette expertise en data management, en programmation et en stats, à la fois côté essais cliniques et à la fois côté études de vie réelle. Ok. Sur la partie études réelles, j'aimerais bien être sûr d'avoir bien compris. Quand tu as pris l'exemple, tu disais en fait que lorsqu'on prend un médicament, on me dit de le prendre à jeun. Je le prends par exemple en ayant mangé une bonne pizza. Donc l'idée dans ce cas, c'est quoi? C'est de montrer que même si je ne suis pas les règles à 100%, le médicament, il a une certaine efficacité. Est-ce que c'est ça le challenge sur la vie réelle? L'idée de la vie réelle, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un environnement qui est moins aseptisé? Okay. C'est ça. C'est de se dire, voilà, on a développé un médicament dans un environnement aseptisé, qui est le plus proche possible de la réalité. Maintenant, la vraie vie, effectivement, ça peut être un peu différent. Ça peut être un patient qui s'alimente alors que dans les indications du médicament, on a indiqué qu'il fallait être à jeun, ou ça peut être plein d'autres choses. Donc c'est ça l'objectif de la vie réelle. D'accord. Okay. Donc on a des essais cliniques où là, vraiment, on respecte le cadre prescrit pour le médicament pour avoir les meilleures solutions. Et en tant qu'être humain, nous sommes parfois un peu faibles. Je vais le dire comme ça. Donc, vous également, vous essayez aussi d'assurer la sécurité, entre guillemets, la pertinence du médicament. Attends, c'est pas recommandé, mais voir l'impact justement des violences. Des choses qui pourraient être un petit peu différentes dans la vraie vie versus ce qui se passe dans un essai clinique, complètement. Ok, c'est très intéressant ce domaine. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as choisi la santé? Parce que c'est que depuis l'ENSAI, et ça fait du coup, depuis 2011, en fait, tu es dans ce domaine. Qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer ce domaine-là? C'est intéressant parce que, du coup, avant l'ENSAI, j'ai fait un DUT. Donc un DUT qui s'appelait STID pour Statistique et Traitement Informatique des Données. Aujourd'hui, les DUT ont été revus et ça s'appelle maintenant des BUT. Et donc, j'ai fait un DUT et j'ai intégré l'ENSAI en admis sur titre, dans ce qu'on appelle l'admission sur titre. Et pour être tout à fait honnête, en intégrant l'ENSAI, je savais franchement pas quelle filière j'allais choisir. Comme beaucoup de personnes. Comme beaucoup de personnes.
Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement l'NCI, à l'NCI, il y a une filière marketing, il y a une filière finance, il y a une filière génie statistique, il y a une filière économie de la santé, il y a une filière informatique, et du coup, il y a une filière aussi biostat. Et la raison pour laquelle j'ai choisi la filière biostat, c'est que ça me permet d'utiliser les stats, d'utiliser les maths à des fins qui me semblent utiles, parce que la manière dont on utilise les maths et les stats, c'est pour amener des médicaments aux patients. Et moi, c'est ce qui m'anime au quotidien. C'est la raison pour laquelle je me lève le matin. Le matin, je me lève parce que j'utilise les maths, j'utilise les stats, j'utilise tous les métiers de la biométrie, justement pour contribuer au développement de nouveaux médicaments. Donc, ok, c'est parce que du coup, tu as découvert cette filière-là et tu es passionné par le domaine. D'ailleurs, quelles sont les difficultés qu'on rencontre lorsqu'on fait, en tant que statisticien, data scientist, aujourd'hui c'est la Gen AI, qu'on peut rencontrer justement lorsqu'on intègre le monde de la santé? Je suppose que c'est l'un des secteurs où on a le plus d'opportunités lorsqu'on met la data. Donc toi, déjà, quelles sont les difficultés que tu vois, mais les problématiques réelles que vous avez aujourd'hui dans votre domaine? Alors, je dirais qu'il y a un peu de deux côtés à la question. La question, c'est quelles peuvent être les difficultés pour quelqu'un qui rentre dans ce domaine. Et je dirais que ce n'est pas nécessairement une difficulté propre à la data dans la santé, mais c'est une difficulté qui peut être propre à la data dans n'importe quel domaine. En fait, quand on intègre la data dans la santé, quand on est data scientist dans la santé ou data scientist dans n'importe quel autre domaine, il y a toujours une couche métier. Ouais. Et au final, et ça c'est quelque chose qu'on apprend sur le terrain quand on fait une école comme l'NCI ou une autre école qui soit spécialisée en stats. Notre quotidien à l'NCI, c'est d'apprendre des méthodes stats, d'apprendre des méthodes de data science. Ouais. Et notre quotidien, c'est ça. Maintenant, la réalité du terrain, c'est que, en fait, il y a plein d'autres choses. Il y a tous les aspects de préparation de la donnée. Tout à l'heure, je parlais de collecte, de structuration et d'analyse de la donnée. En fait, l'analyse en tant que telle, c'est vraiment la dernière pierre. Oui. Tu vois. Et si je reviens là-dessus, c'est que l'analyse, c'est la dernière pierre et c'est ce pour quoi on nous forme. Exactement. Et quand on arrive sur le terrain, c'est ce qu'on veut faire, mais je te laisse avancer. Mais effectivement, et ça, on n'en parle pas beaucoup, en fait, en école. Et c'est pas seulement à l'NCI, c'est dans n'importe quelle école. On n'en parle pas beaucoup du fait que, oui, il faut être expert de la data, il faut être expert en maths, expert en stats si on s'oriente dans ce domaine-là. Maintenant, il faut savoir qu'au quotidien, il y a plein d'autres choses. Et ce que j'allais dire surtout, c'est qu'il y a une surcouche métier. Et cette surcouche métier, alors pour moi, c'est une surcouche métier santé. Pour un autre, ça peut être une surcouche métier finance. Et ce qui est important, c'est de s'approprier cette surcouche métier. Parce qu'on peut employer les plus beaux modèles stats du monde, les plus beaux modèles de data science du monde, si on n'a pas la compréhension de la surcouche métier, en fait, ça n'a pas trop de sens, tout ça. Donc, un des challenges, encore une fois, ce n'est pas un challenge santé, mais c'est quel que soit le domaine, c'est un des challenges, c'est de se dire, voilà, quelle est la surcouche métier, comment je me l'approprie, et ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Et pour avoir les opportunités, il faut quand même avoir des bribes. Et donc là, c'est pour une personne qui va entrer de document. Maintenant, pour toi, professionnel du secteur, je pense que ça fait il y a plus de 10 ans que tu travailles, donc tu as dû voir plusieurs mouvements, plusieurs changements. Quelles sont les difficultés que tu observes? Quelles sont les problématiques concrètes que vous avez aujourd'hui dans le domaine? Alors, les problématiques concrètes qu'on peut avoir dans le domaine, et c'est une problématique du quotidien pour moi. Donc, ce que je disais, c'est que j'occupe le poste de responsable du département biométrie chez Pierre Fabre. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ouais. La question, c'est dans nos métiers, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aller au-delà d'une utilisation que j'appelle utilisation administrative. Et ce que j'entends par là, c'est... alors oui, on utilise l'IA au quotidien. Mais moi, mon utilisation de l'IA au quotidien, c'est de l'optimisation de mail. Ouais. Comme beaucoup de personnes. Ouais. Maintenant, ce dont j'ai hâte, c'est de voir comment l'IA va vraiment révolutionner nos métiers
pour nous décharger de certaines tâches qui peuvent être moins intéressantes ou avec une valeur ajoutée un peu moins importante, et comment l'IA va pouvoir nous décharger de ça, que ce soit dans chacun des 3 métiers, que ce soit dans le data management, dans la programmation et dans la statistique. Donc aujourd'hui, pour toi, l'IA, c'est essentiellement comme un outil de productivité, en fait, comme 99% des personnes. J'ai même vu un rapport, j'ai oublié le nom de l'entreprise récent, qui listait justement les tâches sur lesquelles l'IA pouvait apporter de la valeur. C'est justement les tâches de rédaction des mails, de réécriture de posts, les tâches de programmation. J'ai aussi vu une autre catégorie, c'est par exemple, j'ai besoin d'un conseil, même santé, même si ce n'est pas recommandé, conseil dans tous les domaines, je vais aller voir l'IA pour que l'IA me donne un conseil. Et une autre tâche qui était très présente dans 99% des cas, c'était l'enseignement. En tant qu'enseignant, toi également tu es enseignant à l'ENSAI, il y a justement cette possibilité d'utiliser l'IA pour trouver la meilleure façon de formuler un cours, ou bien d'avoir un QCM, ou bien en tant qu'étudiant de pouvoir. Donc voilà les 4 grandes familles d'utilisation concrète de l'IA. Et aujourd'hui, on a hâte justement d'avoir l'IA comme véritable assistant de travail. Comme partenaire de jeu. Oui. Et je te rejoins complètement. Tu parlais de la programmation tout à l'heure. Effectivement, et ça, c'est un des exemples d'une utilisation de l'IA qui pourrait vraiment booster notre métier. De se dire, en gros, soit l'humain écrit du code, et après, l'IA optimise ce code, le parallélise ou fait en sorte que ce soit vraiment fluide. Soit on pourrait se dire, en fait, je décris ce que je souhaite faire, et c'est l'IA qui m'écrit une première version, et après l'humain passe derrière. Donc il y a toujours, on parle beaucoup de human in the loop, donc il y a toujours de l'humain. Exact. Soit avant, soit après, mais l'humain est toujours là. Mais oui, moi j'ai hâte de voir comment l'IA va vraiment révolutionner notre quotidien, et de quelle manière on va dépasser cette utilisation où c'est juste de la productivité sur des tâches comme de l'email, par exemple. Ce n'était pas du tout prévu dans notre échange, mais je suis curieuse de savoir, aujourd'hui, dans ton domaine, est-ce que vous avez déjà des proof of concept, du moins testé justement, utiliser par exemple des agents IA pour pouvoir pour pouvoir remplacer des tâches? Est-ce que dans votre domaine, il y a déjà des projets porteurs dans ce sens-là? Est-ce que tu as déjà vu des projets concrets? Alors aujourd'hui, je dirais que quand on parle d'un métier, d'un département comme la biométrie est vraiment au tout début. Alors okay. C'est le cas chez Pierre Fabre, et c'est peut-être le cas dans d'autres entreprises. On est vraiment au tout début de cette aventure IA. Donc on n'a pas nécessairement d'agent IA qui est utilisé aujourd'hui. Pas encore, d'accord. Alors, ce que moi j'aime bien dans ton parcours, c'est que justement tu as fait le monde académique, tu es entré dans le monde justement de l'entreprise, tu as fait de la recherche, et aujourd'hui tu es manager. Comment tu décrirais ton poste aujourd'hui? Comment tu le décrirais? Au quotidien et avant aujourd'hui, on échangeait un peu sur le sujet, et ce sur quoi on échangeait, c'est les 3 casquettes en fait, la casquette de scientifique, la casquette de stratège et la casquette de facilitateur. Et moi du coup, je suis scientifique de formation, je suis statisticien de formation, et donc au quotidien, quand je discute d'un essai clinique avec les personnes qui me reportent, on discute de science, on discute de la stat. Est-ce que c'est la meilleure manière de mettre les choses en place? Quand je représente le département biométrie au sein d'un comité de gouvernance en interne, c'est aussi ce qui est attendu de moi. Je représente le département biométrie sur cet aspect scientifique. Je représente la science, je représente la stat et je représente la biométrie dans sa globalité. Donc il y a cette casquette de scientifique. Après, il y a aussi la casquette de stratège. Et la casquette de stratège, c'est en fait, mon rôle, c'est aussi de définir la vision, c'est de définir la stratégie du département. Et quand on parle de stratégie du département, on parlait de programmation juste avant, c'est notamment la stratégie par rapport à la programmation. L'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui a beaucoup utilisé un langage de programmation historique qui s'appelle SAS. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on reste monolangage ou est-ce qu'on va vers du multilangage de programmation, sachant que les nouvelles générations, ce qu'elles apprennent à l'ENSAI notamment, c'est pas nécessairement du SAS. Il y en a plus. Voilà. Donc le côté stratège, il est là aussi.
c'est définir sa stratégie multilangage de programmation, qui est la stratégie vers laquelle on va aller dans les années à venir. Et la dernière casquette, c'est la casquette de facilitateur. D'accord. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, au quotidien, je travaille en tant que leader de leader. Donc, il y a des personnes qui me reportent directement, donc c'est mes N-1, et après, dans mes N-1, il y a des responsables d'équipe qui ont aussi des personnes qui leur reportent directement. Et du coup, c'est mes N-2. Et j'endosse cette casquette de facilitateur au quotidien parce que mon quotidien, c'est de m'assurer que l'ensemble des personnes du département disposent de tout ce dont elles ont besoin pour travailler au mieux. Donc ça, c'est un aspect du rôle de facilitateur. Un autre aspect du rôle de facilitateur, c'est notamment sur des projets transverses, de m'assurer que quand il y a besoin d'un input de la biométrie, de m'assurer que cet input est bien fourni. Et au-delà de ça, de se dire, OK, sur ce projet transverse, potentiellement, il y a des rouages qui peuvent se gripper un peu de temps en temps. Comment est-ce que je peux intervenir, alors soit dans le cadre d'une réunion, soit en coulisses, pour faire du lobbying, pour essayer de faciliter un peu les choses, pour mettre un peu d'huile dans ces rouages, pour que effectivement les choses avancent. Donc je dirais que mon quotidien, c'est ça en fait, c'est de jongler entre ces trois casquettes, la casquette de scientifique, la casquette de stratège et la casquette de facilitateur. Et après, en fonction de l'activité, parfois il y a un accent plus fort qui est mis sur l'aspect scientifique, plus fort qui est mis sur l'aspect stratégique et plus fort qui est mis sur l'aspect facilitation. Ok, intéressant. Donc, scientifique, lorsque tu parles à tes pairs, du moins, quand tu veux représenter justement tes équipes et donner des enjeux scientifiques, l'aspect facilitateur, je veux résumer en disant, tu aides justement les autres à bien faire leur travail, tu leur facilites la vie, et l'aspect stratège pour penser la vision long terme. Là, je vais prendre la casquette stratège et poser une question qui n'était pas prévue. En tant que stratège aujourd'hui, comment est-ce que tu imagines ton métier avec l'IA justement? Parce que je pense que l'IA va... Qu'est-ce que, par exemple, tu vas attendre des data scientists, statisticiens qui vont rejoindre tes équipes avec l'IA d'ici 3 ans? Et quelles sont les attentes aujourd'hui? Quelles sont les attentes pendant 3 ans? Parce que moi, ma conviction, c'est que aujourd'hui, on voit l'impact sur les outils de productivité, mais je pense que d'ici 3 ans, on parlera d'autre chose. Si on prend la casquette de stratège, c'est quoi ton pari? Je sais que ce n'est pas sûr. c'est toujours compliqué. Et puis, les technos évoluent très, très vite. Donc, c'est compliqué. Aujourd'hui, on voit des outils potentiels. On les voit faire des choses. Et dans 3 mois, dans 6 mois, ça aura complètement changé. Donc, ne serait-ce que se projeter à 3 ans, c'est pas évident. Maintenant, moi, ce que j'attends, alors c'est déjà le cas aujourd'hui, mais c'est ce que j'attendrai encore plus demain, c'est que les personnes, justement, utilisent ces nouvelles technos. Qu'elles se disent, OK, mon métier en 2025, mon métier en 2020, c'était ça. En tant que data manager, en tant que programmeur, en tant que stat, j'avais une boîte à outils à disposition. Maintenant, on est en 2025, on est en 2028, la boîte à outils a évolué. À moi de me servir de cette boîte à outils et de l'utiliser au maximum. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que plus on va utiliser cette boîte à outils, plus on va être compétitif. Parce que l'industrie pharmaceutique reste une industrie. Tout à l'heure, je le disais, quand on développe un nouveau médicament, on doit prouver qu'il est plus efficace qu'un médicament qui est sur le marché, pour simplifier les choses. Mais forcément, on n'est pas forcément les seuls sur ce terrain de jeu. Ouais. Donc, si on n'utilise pas tous les outils dont on a à disposition qui permettent d'accélérer le développement du médicament, ça veut dire qu'on tire un peu une balle dans le pied. Ça, c'est sûr. En gros, déjà, tu attends justement que les personnes arrivent à intégrer ces outils-là et être plus efficaces déjà maintenant et dans 3 ans, encore plus. Super. En tout cas, c'est cool ce que tu dis. Donc, aujourd'hui, je t'ai invité de podcast. C'était suite à un échange qu'on avait à l'ENSAI. Tu as parlé du marché caché de l'emploi. J'ai beaucoup aimé ta présentation, je te l'ai dit plusieurs fois. Exemple pour laquelle je t'ai invité dans le podcast, pourquoi on parle un peu de ce marché caché de l'emploi pour les scientifiques? Parce que toi, tu as pu avoir des opportunités à différents horizons. Donc, l'idée, c'est que tu reviens justement sur toi, comment tu as fait pour avoir ces opportunités, devenir manager de manager. Donc, toi, tu parles souvent de marché caché de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi?
Pour moi, quand je parle du marché caché de l'emploi, c'est tout le marché qui n'est pas forcément sur LinkedIn. Ouais. Et qui passera d'ailleurs peut-être jamais par LinkedIn. Et pour moi, c'est ça le marché caché de l'emploi. Tu penses que ça représente combien de pourcents? C'est sur mes- compliqué. Je sais, c'est difficile. Ouais. C'est compliqué, honnêtement, je ne saurais pas te dire. Ouais. Et c'est peut-être aussi dépendant du niveau de poste. Mhm. Il y a certains postes qu'on verra peut-être jamais parce que ça passe que par des cabinets de recrutement. Tu vois, mais du coup, c'est ça que j'entends par le marché caché de l'emploi. C'est ce marché caché qui passe soit par des chasseurs de tête, donc des cabinets de recrutement, soit même par le réseau, par du bouche à oreille. Et donc ces postes, ils vont peut-être passer un moment sur LinkedIn, mais est-ce que en fait, les dés sont déjà jetés? Tu vois, c'est peut-être le cas. Ouais, d'accord. Donc, c'est tout ce qui n'arrive pas sur LinkedIn. Du coup, est-ce que dans ton parcours, tu peux nous raconter, par exemple, des moments où une opportunité est arrivée à toi sans que tu aies besoin de postuler? Est-ce que c'est arrivé? Complètement. Et avant de répondre, je vais partager une petite anecdote. Il y a quelques années, j'ai assisté à une formation, et on en reparlera peut-être après, une formation sur le personal branding chez un de mes employeurs précédents. Et on sort de la formation et je discute avec mon voisin pendant la formation. Et en sortant de la formation, il me demande est-ce que tu as un profil LinkedIn? Donc je lui dis oui. Et la question d'après, c'était est-ce que ça t'a servi à quelque chose? Est-ce que ça t'a permis d'avoir des opportunités? Et la réponse est oui aussi. Si depuis le début de ma carrière, j'ai occupé 7 postes différents, sur les 7 postes, on est venu me chercher pour 4 des postes. 4 sur 7 quand même. 4 postes sur 7. Ah ouais, quand même. Donc il y a plus de la moitié aujourd'hui la moitié. où on est venu me chercher. Et ce que ça veut dire, c'est qu'un chasseur de tête, donc un recruteur, m'a contacté, soit par email, soit par LinkedIn, peu importe, m'a contacté parce qu'il était mandaté par une entreprise pour identifier des profils. Maintenant, ce que je tiens à clarifier, c'est un recruteur qui identifie un profil, ça ne veut pas dire que le process de recrutement ensuite est court-circuité. Qu'on soit bien d'accord. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Le process de recrutement ensuite est Ouais, c'est exactement le même. C'est Mhm. simplement qu'il identifie un vivier de candidats. Mhm. Et il fait un screening, il interviewe du coup ces candidats, et ensuite il présente un sous-ensemble de ces candidats à l'entreprise pour laquelle il est mandaté. Mais ensuite, le processus de recrutement est strictement identique. Ah, d'accord, ok. Donc 4 postes sur 7 quand même où tu as été cherché, ça montre à quel point il faut quand même avoir une certaine présence en ligne. Pour avoir Ça me rappelle un livre que j'ai lu, le titre c'était Des têtes dans la troisième porte. Quand tu dis en fait qu'il y a des opportunités qu'on ne trouve pas sur le marché, c'est que peut-être il faut emprunter une troisième porte pour avoir cette opportunité, parce que la porte principale et la porte secondaire, elles se sont bouchées. Il faut que tu identifies quelle est cette troisième porte. Et toi, c'était via LinkedIn en fait. Et c'est aussi de se dire, en fait, il y a ce qu'on fait au quotidien. Et quand on recrute quelqu'un, notamment au sein de la biométrie Pierre Fabre, il y a une description de poste, il y a une fiche de poste, et quand on recrute quelqu'un, on cherche quelqu'un qui soit qualifié pour ces items. Maintenant, c'est de se dire, les évolutions de carrière, c'est effectivement, il faut cocher les cases, parce que en tant que scientifique, au bout du bout, on va être évalué sur la science. Mmh. Est-ce que ce que tu fais est robuste? Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu fais en plus? Ouais. Qu'est-ce que tu fais en plus? Comment est-ce que tu peux être un acteur du changement dans une organisation, un acteur du changement dans un domaine? Alors, ton podcast avec le Coinstat, c'est un exemple de ça. C'est pas dans une organisation, donc c'est pas dans une entreprise donnée, mais c'est de se dire, voilà, il y a un vide. Et ce vide, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un podcast qui pourrait bénéficier à une communauté. Cette communauté, elle n'existe pas. Tu l'as créée. Ouais. Et du coup, tu l'alimentes et tu nourris. Ouais. Et donc, la question, c'est ça. C'est comment faire le job au quotidien. Et on va être jugé, on va être évalué sur la science. Et en plus de ça, comment être un acteur du changement, que ce soit dans une entreprise, que ce soit au sens plus large, dans une communauté. D'accord. Donc, en gros, si je résume avec les a priori que j'avais,
faire le job, c'est ce qu'on attend de toi, c'est le minimum. Bon, minimum, déjà, oui, c'est quand même le minimum, mais maintenant, je crois que dire minimum, c'est quand même réducteur parce qu'il y en a qui ne font pas le job. Finalement, c'est pour ça que j'ai un peu hésité. Donc, on attend de toi que tu fasses On le attend de job. toi que tu fasses le job. Donc, après, pour aller plus, il faut trouver cette voie qui te permet justement d'apporter le changement. Et ça demande beaucoup de... Comment dirais-je? C'est pas évident quand même. C'est pas simple. En fait, c'est pas simple. Déjà, fais ton travail et ensuite trouver cette faille. C'est pas simple maintenant. Au quotidien, il y a forcément des moments où on a des frustrations, où on se dit en fait, ce rouage, il est grippé, je le sais, je fais cette tâche 5 fois par jour, 10 fois par jour. Et là, du coup, on a une opportunité. Soit on dit bon, ok, je sais que c'est grippé, je le fais 5 fois, 10 fois par jour, mais en fait, je m'en fiche. Donc, ça, c'est une manière de voir les choses. Ouais, Une ok, autre je manière vois. de voir les choses, c'est de dire ok, en fait, ça me fatigue, c'est grippé, je le fais 5 fois, 10 fois par jour, j'ai envie de faire avancer les choses. Ok. Comment est-ce que je peux faire pour faire avancer les choses? Ouais. Et c'est avoir cet état d'esprit. Du coup, c'est à partir d'une frustration. Ça vient souvent d'une frustration personnelle. Ça peut être ça? On résout ce problème et ça pourra justement aider. C'est comme ça qu'on apporte le changement au sein de l'organisation. Super clair, Guillaume, super clair. Maintenant, la troisième question que j'avais dans ce domaine-là, c'est aujourd'hui pour toi, quels sont les leviers? Parce que nous, en tant que scientifiques, on est souvent très technique. Vraiment, on a fait l'INSAI, on a fait un master, on a fait n'importe quelle école. On a souvent très technique. Comment est-ce qu'on peut justement faire pour être acteur du changement et être plus visible dans le marché qui est souvent un peu complexe? Surtout quand on veut avoir des postes à responsabilité, quand on veut progresser. Je pense qu'il y a vraiment deux leviers. Le premier levier, effectivement, on est scientifique de formation, donc on s'appuie beaucoup sur le savoir-faire. Et quand on cherche quelqu'un, quand on cherche un profil, on va chercher le savoir-faire. Il y a un autre aspect qui est ce qu'on peut appeler le faire savoir. Et moi, pendant des années, je me suis concentré sur le savoir-faire et j'avais un peu un a priori qui était le travail finit toujours par payer. Ouais, ça tu me l'as dit. Ouais. Le travail finit toujours par payer et là où à un moment j'ai eu un peu des frustrations, c'est de travailler avec des personnes qui n'avaient pas forcément la même éthique de travail ou qui se donnaient pas nécessairement autant, et pour autant voir ces personnes naviguer de manière plutôt habile au sein d'une organisation. Je te vois sourire et tu vois, ça doit te parler. Ouais. Et donc c'était une certaine frustration et à un moment j'ai eu une prise de conscience et c'est différents éléments qui se sont combinés et c'est d'abord le fait d'en discuter avec un de mes proches et qui me disait non mais t'inquiète pas, vous n'êtes pas sur les mêmes trajectoires professionnelles, sauf qu'au quotidien voilà, c'était pas franchement perceptible. Ou alors un de mes mentors qui me parlait justement du savoir-faire et du faire savoir. Et du coup ce que j'ai essayé de faire au cours des dernières années, c'est de me dire, ok, le savoir-faire est toujours aussi important, parce que, encore une fois, au bout du bout, on est évalué sur la science. Ouais. Maintenant, il y a aussi le faire savoir. Et quand on fait quelque chose d'intéressant, en tant que contributeur individuel ou au sein d'un département, de se demander, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire bénéficier davantage de personnes? Et donc, rajouter cette dose de faire savoir. Et en tant que scientifique, on pourrait se dire, ouais, mais en fait, est-ce que c'est pas parler un peu trop de soi? Est-ce que c'est pas se vanter? Est-ce que c'est pas se la raconter? Moi, la manière dont j'aborde ça, c'est encore une fois en scientifique. Et en me demandant ce dont je souhaite parler, est-ce que ça s'appuie sur des faits? Ok. Est-ce que ça s'appuie sur des points de données? C'est-à-dire? Est-ce que j'ai de la data qui permet de soutenir ça? D'accord. Est-ce que ce dont je souhaite parler, c'est juste du vent ou est-ce que vraiment j'ai des faits qui soutiennent ça? Et si c'est le cas, alors on parle juste de construire l'image d'un département ou de construire l'image des activités que je réalise au quotidien. Et je pense que c'est un des leviers qu'un scientifique peut activer. C'est le savoir-faire combiné avec le faire savoir. Et le deuxième levier, pour moi, c'est le réseau. Et quand je parle du réseau, intuitivement, on peut se dire ah mais le réseau, en fait, c'est tu vas à un événement, tu distribues des cartes de visite et puis voilà.
C'est un peu l'image qu'on peut avoir. Ou alors on peut se dire, ah tiens, un tel, il est super fort en réseau, il va à un événement, au bout de 30 minutes, il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde à l'événement. Et quand tu parles d'événements, ça me rappelle un peu la frustration que moi j'ai à chaque fois que je pars dans les événements. Je me dis souvent qu'en fait, je vais rencontrer plein de monde, je vais me faire du réseau, mais j'arrive, je suis frustrée. Déjà, je ne sais pas à qui je vais parler. Et je retourne chez moi, aucun résultat. En tout cas, moi, c'était mon expérience. Du coup, j'ai commencé à réduire les événements. Mais c'est vrai, en fait, c'est de se dire, c'est quoi le réseau? Et en fait, le réseau, pour moi, ça va bien au-delà de ça. C'est pas juste, on va à un événement, on distribue des cartes de visite, et puis voilà. Pour moi, le réseau, et c'est propre à chaque personnalité, ça peut être simplement rester en contact avec des personnes avec qui on est à l'NCI. Ça, c'est faire du réseau. Parce qu'on fait tous partie du réseau de la data. Donc ça, c'est faire du réseau. Une autre manière de faire du réseau, ça peut être de prendre contact avec des personnes sur LinkedIn, qu'on ne connaît pas nécessairement, et de leur demander d'échanger pendant 15 minutes, pendant 30 minutes, parce qu'on est intéressé par leur domaine. Okay. Ça aussi, c'est faire du réseau. Donc en fait, le réseau, c'est pas juste je vais à un événement, je distribue des cartes de visite. Et je pense que ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Parce que si ça ne nous correspond pas, c'est dire qu'on ne fait pas de réseau. Tu vois, si on considère que c'est juste aller à un événement de distribuer des cartes de visite, ça veut dire qu'on peut estimer qu'on ne fait pas de réseau. Mais pour moi, le réseau, c'est vraiment quelque chose de plus global. Donc déjà, les personnes avec lesquelles on a eu à fréquenter, c'est... Je vais revenir là-dessus parce que tu avais montré une courbe, là. Une courbe, c'était un U. La courbe en U. La courbe en U. Tu peux un peu expliquer pour ceux qui ne savent pas. C'est quoi cette courbe en U au niveau du réseau? La courbe en U, alors c'était une courbe en U au niveau du réseau et au niveau de l'attachement avec l'école qu'on a pu faire. C'est de se dire, quand on sort, quand on est tout en haut, quand on sort tout juste d'école, on a un fort attachement, on n'a pas de responsabilité, forcément de responsabilité familiale, donc l'attachement à l'école est très important, on côtoie énormément nos camarades de promo, puis après on prend davantage de responsabilités, aussi bien professionnelles que personnelles, on peut avoir une vie de famille, on peut avoir des enfants, donc on est plutôt en bas de la courbe en U, et donc on côtoie un peu moins les personnes de notre école. Et après, on continue à avoir des responsabilités, maintenant les enfants grandissent, et donc, on remonte dans la courbe en U. Et donc, on a à nouveau envie de se rapprocher des personnes avec qui on est à l'école. Ouais. Et c'est justement, comme tu as dit, le réseau, c'est ceux qui étaient à l'école. Comme il y a cette fameuse courbe en U, on commence la carrière. D'ailleurs, par exemple, je parle beaucoup de l'NSAI parce qu'on a fait l'NSAI. Donc, vous n'êtes pas exclus. Ensemble, on va aller à l'NSAI à l'Uni, on est très contents. Mais après, ça chute. Mais on n'a pas conscience, justement. Est-ce que tu penses que c'est possible malgré la responsabilité de réussir à maintenir quand même ce niveau, bien c'est complètement humain? Non, je pense qu'il y a une part d'humain, et maintenant je pense que c'est aussi complètement possible. De 2015 à 2025, j'ai commencé ma carrière aux États-Unis, et quand on est rentré des États-Unis en 2015, c'est à ce moment-là que j'ai fait la bascule entre le public et le privé. Et en rentrant en France, j'ai souhaité m'intégrer dans la vie associative et dans NSAI Alumni. Et au cours des 10 dernières années, j'ai fait partie du conseil d'administration d'NSAI Alumni. Donc, pour moi, la courbe en U, le U était petit, tu vois. Ouais, ok. Le U était petit. Maintenant, c'est OK. Ouais. C'est OK qu'à certains moments de la vie, les priorités ne soient pas forcément les mêmes. Okay. D'accord, OK. Donc, rappelez-vous de la fameuse courbe en U. Et votre réseau, c'est déjà vos camarades de promotion et même vos collègues, surtout dans les premiers postes. Je pense qu'on commence, on est très jeune. Je parle à moi, en fait. Tu n'as pas le réflexe, justement, de garder le contact avec tes premiers collègues, alors qu'en fait, tu es en train progressivement de construire ton réseau comme cela. Et tu ne te rends pas compte. 10 ans plus tard, ce sont eux, justement, qui sont auprès de toi, entre guillemets, qui aura des opportunités. Franchement, j'aime beaucoup cet échange. Selon toi, Voilà. Une autre question que j'avais sur cette liste. Selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut penser à une personne, à un poste, avant même qu'il ne soit ouvert? Parce que tu m'as dit qu'il y a des opportunités, surtout à certains niveaux, où on ne voit clairement pas ça sur LinkedIn. Comment est-ce qu'on fait pour penser à une personne? C'est une excellente question. Et si j'avais la réponse, tu vois, ça serait facile. Non, en y réfléchissant, je me suis dit, est-ce que c'est le réseau? Parce que les recruteurs peuvent
peuvent contacter un certain nombre de personnes. Si la personne n'est pas nécessairement ouverte à un nouveau poste, moi, ça m'arrive de temps en temps de dire je ne suis pas intéressé par ce poste. Maintenant, je pense à telle personne qui pourrait correspondre. Ouais. Donc ça, c'est du réseau. Maintenant, une autre explication, ça pourrait être la réputation. On dit souvent que la réputation précède la personne. Ouais. Donc avant même que la personne arrive dans une entreprise ou arrive dans un nouveau poste, on connaît la personne. Ouais. Et on peut se dire, oui, non, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Pour moi, il y a quand même des exemples. Et de se dire, il y a beaucoup de choses qui se passent quand on n'est pas dans la salle de réunion. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une carrière quand on n'est pas dans la salle de réunion. Ouais. Et il y a 2 exemples pour moi qui sont frappants. Le premier exemple, c'est quand on parle de promotion. Le mot final par rapport à une promotion, si c'est une promotion qui me concerne ou une promotion qui concerne quelqu'un de mon département, si c'est une promotion de quelqu'un de mon département, la personne concernée ne sera pas dans la pièce au moment où la décision finale est prise. D'accord. Ouais. En fait, les décisions se font quand on n'est pas dans la quand pièce. on n'est pas dans la pièce. Ok. Un recrutement, c'est pareil. On peut faire de son mieux, on peut préparer son entretien, on peut se donner à l'entretien. Maintenant, la décision finale, elle est prise quand on n'est pas dans la pièce. D'accord. Donc ça peut être du réseau. Est-ce que ça peut être de la réputation ? Maintenant, j'ai entendu quelque chose récemment qui m'a surpris. C'est je discutais avec quelqu'un de mon réseau qui me disait récemment, j'ai été contacté par une grande entreprise de la tech. Et il était surpris parce qu'il n'avait pas nécessairement travaillé dans la tech auparavant. Et il suit le processus de recrutement, il fait le processus de recrutement et à la fin, il demande au recruteur et pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Je n'ai pas travaillé dans la tech, comment est-ce que vous avez trouvé mon profil ? Et là, le recruteur de lui dire ChatGPT. Sérieusement, ChatGPT ? Il était présent en ligne ? Comment ça se fait ? Et en fait, ce que le recruteur lui a dit, c'est j'ai mis la description de poste sur ChatGPT. Je lui ai dit, voilà ce que je cherche. Donne-moi une liste de 5 à 10 personnes qui pourraient matcher. Et c'est pas... Tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'utilisation de l'IA. Clairement, c'est pas une utilisation de l'IA à laquelle j'avais pensé. Moi non plus. Voilà. Là, tu me fais découvrir, en vrai. Et tu peux t'amuser à faire ça. Tu vois, et moi, c'est quelque chose que je vais utiliser dans les mois à venir. Si on a des postes ouverts dans les mois à venir, de mettre la fiche de poste. Alors, on a un LLM en interne, donc ça ne sera pas ChatGPT, mais utiliser notre LLM interne et dire, voici la fiche de poste, voici ce qui m'intéresse. Est-ce que tu as des personnes à suggérer ? Waouh. En fait, quand tu le dis, ça paraît évident parce que moi, je le fais sur d'autres aspects. Par exemple, j'étais à Zurich en septembre, j'avais besoin d'un studio de podcast pour enregistrer le podcast, et avec Pierre Péconon qui a aussi fait l'ENSAI. Et j'ai eu le réflexe d'aller sur ChatGPT. Je lui ai dit, je vais à Zurich pour un podcast, trouve-moi des studios de podcast proches de Google. Il m'a proposé des podcasts et j'ai choisi. Et en fait, ce que je me dis, c'est que même pour le recrutement, un recruteur peut être tenté de... Bon, et d'ailleurs, il a raison de le faire. Les premiers profils qui apparaissent... Tu as entendu parler de JIO, c'est quoi, comment ça s'appelle ? SEO, c'est l'ancien nom, Search Engine Optimization. Et aujourd'hui, les boîtes, les marketeurs, ils parlent de JIO. En gros, comment est-ce que je veux optimiser ma propre présence sur ChatGPT, sur les LLM. Okay. Il y a des boîtes tech aujourd'hui qui se spécialisent là dans améliorer les profils, le ranking des entreprises sur les LLM. Ça veut dire que nous également, en tant qu'individuel, comment améliorer ces rankings ? Comment faire pour que ChatGPT arrive à nous, à faire en sorte qu'on soit top 1 ? C'est une vraie question. Ouais. Non. Ah ouais, quand même. Je n'avais pas du tout pensé à ça. Je n'avais pas du tout pensé à ce point, mais c'est très intéressant, Guillaume. Très intéressant. Donc maintenant, est-ce qu'il y a des règles de jeu implicites dans ce marché caché ? C'est ce que j'ai prévu comme question. Est-ce qu'il y a des comportements qui ouvrent ou qui ferment des portes ? Est-ce qu'une porte peut être complètement fermée ? Pour moi, la règle du jeu numéro 1, et je dirais que ça s'applique au marché caché, mais ça s'applique à la carrière de manière générale, c'est de toujours respecter l'humain. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, le réseau, on le construit au fur et à mesure de sa carrière. Aujourd'hui, dans le département que je dirige, je
Je travaillais avec quelqu'un avec qui j'ai fait le DUT en Wow. 2006. Wow, Tu vois, ok. Donc Ouais. il y a 20 ans. Et on ne s'était pas vu depuis 2008. Et on s'est recroisés en 2024, tu vois, 16 ans plus tard. Mhm. Et du coup, pour moi, la règle numéro 1, c'est ça. C'est tu respectes l'humain, absolument. Et ma manière de respecter l'humain, c'est quand je suis sollicité, notamment sur LinkedIn, pour des opportunités, alors qui me concernent, ou alors quand je suis sollicité par des étudiants qui sont intéressés par mon métier, bah, j'y réponds Mhm. systématiquement. Ouais. Après, j'ai la disponibilité ou pas pour échanger, c'est autre chose, mais Ouais, moi aussi. j'y réponds. Et pour moi, c'est ça, respecter l'humain. Et l'autre règle du jeu, mais ça c'est une conviction personnelle, c'est de me dire, j'essaye de donner davantage à mon réseau que ce que je souhaite en retirer. Et donner davantage, c'est justement le faire vivre. C'est intervenir à l'ENSAI. C'est justement respecter l'humain en répondant aux étudiants. Tu vois, et c'est ça pour moi, donner davantage que ce qu'on ne souhaite recevoir. Donc la règle pour toi, c'est donner plus que ce qu'on reçoit. Et moi, j'écoute beaucoup de marketeurs, de businessmen. Ils disent en fait que la règle, même dans le business, c'est pareil en fait. Avant de demander quoi que ce soit, rassure-toi que tu as donné énormément parce que c'est comme ça qu'on peut aussi apporter de la valeur aux autres. Alors là, je vais passer directement à la partie comment est-ce qu'on fait pour devenir visible parce que le temps commence à courir. C'est comment se vendre justement comment arriver à être visible sans forcément se suivre, sans forcément... Ça, c'est une vraie question, en fait. C'est un vrai challenge. Parce que tu as dit tout à l'heure, il y a le savoir-faire et aussi le faire savoir. Le problème, c'est que quand on a un profil technique, on pense que faire savoir, souvent, c'est souvent mal vu de se mettre en avant. On n'a pas les règles. Donc, la question que j'avais pour toi, c'était laquelle? C'était beaucoup de profils techniques ont du mal à parler d'eux. Comment est-ce que tu as appris à toi à te rendre visible et comment est-ce qu'on peut faire justement pour se rendre visible sans forcément, en enlevant cette peur de se vanter ou bien voilà. C'est quoi la règle? Et je dirais que c'est complètement légitime de se dire ça. Et effectivement, d'un profil à un autre, d'une formation à une autre, on peut avoir une appétence plus ou moins forte pour ça. Pour moi, si on fait un petit retour en arrière, j'ai un profil LinkedIn depuis très longtemps. Maintenant, pendant des années et des années, je ne l'ai pas alimenté. J'avais 2 posts qui se battaient en duel. Voilà, je faisais rien sur LinkedIn, clairement. Je tenais à jour mon profil, mais c'est tout. Déjà, c'est très bien. Je tiens à le dire parce qu'il y a des personnes... Tu es sorti de l'ENSAI en 2011. Mais je pense que si je fais la recherche, il y a beaucoup de profils 2011 qui ne sont pas encore sur LinkedIn. Et j'ai marqué ça. Mais pour moi, là où les choses ont vraiment changé c'est quand je travaillais chez AstraZeneca. Et j'ai eu l'opportunité de faire partie d'un groupe d'employés qui allaient être des ambassadeurs de la marque employeur. Oh, wow. Des ambassadeurs de la marque employeur. C'était en quelle année? Ça, c'était en 2021. 2021, ok. Ouais. Parce que justement, c'est une philosophie aussi que beaucoup d'entreprises ont aujourd'hui. Comment est-ce que les employés peuvent justement incarner l'image? Ouais, exact. Donc, j'ai eu la chance de faire partie de ce groupe d'ambassadeurs de la marque employeur. Et en fait, ce qu'on nous a dit au début, c'est vous pouvez par exemple partager des postes qui sont ouverts, des jobs qui sont ouverts. Et après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller plus loin, bien évidemment. Vous pouvez parler pour justement travailler sur cette marque employeur. Et étant scientifique de nature, j'ai abordé ça comme une expérience scientifique. Et je me suis dit, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi il y a un poste qui décolle? Pourquoi il y a un poste qui décolle pas? Et tu vois, en fait, c'était pas parler de moi ou de mes activités, c'était parler de la marque employeur de mon employeur. Ouais. Tu vois, de l'image de mon employeur. Donc en fait, cette pudeur de parler de mes activités, elle n'était plus là, parce que c'était pas de moi que je parlais.
Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'y ai pris goût. J'ai pris goût à cette expérience scientifique. Et ensuite, j'ai pris goût au storytelling. Et de me dire, qu'est-ce qui fait qu'une histoire peut être impactante? Tout à l'heure, je parlais de la petite Elsa de la Reine des Neiges pour parler la de la pizza. biométrie. Je parlais de la pizza. Tu vois, c'est Ouais. quel est le lien entre la data et la santé et la petite Elsa de la Reine des Neiges et le fait de manger une pizza? De prime abord, il n'y en a pas. Tu vois. Ouais. Mais c'est de se dire, voilà, comment je peux avoir un storytelling qui est impactant et de se dire, en fait, en étant actif sur les réseaux, en travaillant sur la marque employeur ou en travaillant sur la marque d'un département ou sa propre marque, on travaille aussi sur son storytelling. Et au final, en tant que data scientist, notre quotidien, c'est quand même beaucoup du storytelling. Ouais. Wow. Ah, c'est magnifique. Donc, finalement, c'est une opportunité que tu as eue, tu as eu pris goût, et aujourd'hui, par exemple, recevoir dans le podcast. Franchement, j'aime, du moins, c'est inspirant ton parcours, ça, j'ai dit plusieurs fois. C'est très inspirant. Donc, saisis et une personne, parce que je sais quand même qu'il y a dans les entreprises des managers qui n'ont pas encore cette vision, ou si un salarié, en fait, parle de son entreprise, en réalité, ou bien parle sur les réseaux, ou bien, pas forcément, c'est pas forcément sur les réseaux sociaux, je n'ai pas de réseaux parce que c'est sur les réseaux, mais un employé qui, justement, a une belle image de marque, parfois, ça peut être mal perçu. C'est pas, tu vois, il y a encore des entreprises qui ont cette vision. Peut-être qu'il veut partir chez le concurrent. Peut-être qu'il cherche un nouveau job. Du coup, ça peut être mal perçu. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça? Moi, ce que je réponds à ça, c'est que c'est du win-win, en fait. Ouais. Parce que si les collaborateurs du département biométrie sont visibles sur les réseaux, s'ils partagent un peu plus tôt dans la semaine, on a assisté à une conférence sur le data management avec quelques collaborateurs du département. Si les collaborateurs du département parlent de leur expérience dans le cadre de cette conférence, ça veut dire que Pierre Fabre est présent aux conférences, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans toutes les entreprises. Ça veut dire que Pierre Fabre est à l'affût de ce qui se passe. Et donc ça, c'est pas nécessairement de la marque de tel ou tel collaborateur, c'est de la marque Pierre Fabre. Donc en fait, c'est du win-win cette histoire. Et du coup, c'est de la marque Pierre Fabre. Et demain, quand on a besoin d'attirer de nouveaux talents, les nouveaux talents, ils vont voir quoi? Ils vont voir ça. Et c'est attirant, en fait. Parce que tu vas te rappeler, il y avait telle conférence, ils ont fait telle. Et je me rappelle quand je cherchais de l'emploi, tout de suite, tu te projettes. Tu dis, Guillaume, il a fait ce podcast, il a fait ça, j'ai envie de travailler avec lui. Même de façon indirecte, ça alimente justement cette partie, cette marque employeur qui est très, très présente. OK. Alors, je vais passer directement à la partie 4 parce qu'on commence déjà à courir dans le temps. Donc, si aujourd'hui tu dois accompagner un profil senior à avoir de l'impact, à progresser, par où est-ce qu'il devrait commencer pour y activer son réseau? Un profil qui a commencé à travailler, il n'a pas forcément, au début de sa carrière, il n'avait pas conscience forcément. Il n'avait pas forcément conscience de l'importance de ça. Pour moi, alors, quand tu as déjà quelques années de carrière derrière toi, en fait, ton réseau, il est là. Et pour réactiver ce réseau, ça peut être de prendre contact avec des personnes avec qui on a travaillé. Ça, tu peux avoir peur parfois parce que tu te dis, ça fait peut-être 5 ans que je ne les ai pas parlé. Pourquoi est-ce qu'ils vont me répondre aujourd'hui, tu vois? Je vais te donner un exemple très, très concret. Il y a quelques semaines, j'ai été contacté par une camarade de promo. On ne s'était pas revu depuis l'NSAI. Cette personne se posait des questions par rapport à sa prochaine étape. On ne s'était pas revu, on n'avait pas nécessairement échangé. J'ai répondu positivement à sa sollicitation. Et on a échangé pendant 30 minutes. Donc, en fait, faut s'enlever faut se débrider par rapport à ça et se dire, en fait, j'ai pas grand-chose à perdre. Au pire, la personne n'est pas active sur LinkedIn et elle ne regarde pas et elle voit pas mon message, ou au pire, elle n'a pas le temps. Mais tu vois. Donc, pour moi, il y a le réseau des personnes avec qui on a travaillé. Il y a aussi éventuellement les associations professionnelles. Donc, la Société française de statistique, NSAI Alumni, qui est l'association des anciens de l'NSAI. Et si on a envie d'aller un cran plus loin, de se dire pourquoi ne pas rejoindre le conseil d'administration de ces associations, que ce soit NSAI Alumni, que ce soit la Société française de stats. Et du coup, tout ça, ça fait du réseau. Ça réactive le réseau.
alors qu'on avait ou qu'on n'avait pas si on n'était pas impliqué dans NSAI Alumni, par exemple. D'accord. Donc, ne pas hésiter à relancer les anciens collègues, même si on ne répond pas, c'est pas grave. Au moins, il y aura au moins une personne qui pourra donner une réponse favorable. Aujourd'hui, tu enseignes à l'ENSAI. OK. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux jeunes et rappeler aux seniors sur la construction d'une carrière durable? C'est une chose que j'ai entendue plutôt vers le début de ma carrière. J'avais juste quelques années d'expérience quand je l'ai entendu et sur le moment, j'ai pas forcément perçu l'importance. Mais c'est quelqu'un qui m'a dit, et c'est quelqu'un qui avait un peu plus d'expérience, qui m'a dit une carrière, c'est un marathon et c'est pas un sprint. Ok. Et avec quelques années de plus maintenant derrière moi, effectivement, je me retrouve complètement là-dedans. Une carrière, c'est un marathon et c'est pas un sprint. C'est Pierre, quand tu as fait son podcast avec lui, qui disait, ça fait quelques années maintenant qu'il est chez Google, qui disait clairement 80 heures par semaine, c'est pas quelque chose qui est tenable. Tu peux avoir des pics à un moment, et 80 heures c'est énorme. On ne parle plus de pics, on parle de tsunami. Ouais. Mais c'est ça, c'est se dire la carrière c'est un marathon, c'est pas un sprint, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est de se dire quand on voit quelqu'un qui a 20 ans de carrière, qui a 30 ans de carrière, on peut avoir tendance à se dire waouh, c'est un beau parcours, ce qui peut être vrai. C'est un beau parcours. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on voit que la photo à un instant T. Ouais. On ne voit pas le chemin. On ne voit pas le cheminement. Et en fait, dans une carrière, un marathon, c'est exactement la même chose. Dans une carrière, il y a forcément des moments de doute. Il y a forcément des moments de haut et de bas. Et du coup, on est un peu biaisé quand on voit quelqu'un qui a 30 ans de carrière ou 40 ans de carrière, parce qu'on se dit oh, c'est un super parcours. Mais en fait, tu vois que le résultat au bout de 30 ans ou le résultat au bout de 40 ans. Tu vois pas les hauts et les bas. Et honnêtement, aujourd'hui, j'ai 15 ans de carrière derrière moi. Des hauts, il y en a. Des bas, il y en a. Des moments de doute, il y en a tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Parce que quand on décide de changer de poste, je disais tout à l'heure, j'ai occupé 7 postes différents au cours des 15 dernières années. Quand on décide de changer de poste, en fait, on prend des risques. Et forcément, quand on prend des risques, on s'expose. Est-ce que la décision est bonne ? Est-ce que la décision n'est pas bonne ? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans notre domaine, dans le domaine de la data, en fait, la prise de risque, elle est assez limitée. Parce que des opportunités, il y en a beaucoup. Donc voilà, faut se dire, une carrière, c'est un marathon. Faut pas juste regarder le résultat à un instant T. Échanger avec la personne, ça permet d'en apprendre beaucoup et de se dire, voilà, est-ce qu'il y a eu des moments de doute à certains moments ? Comment est-ce que tu as géré ces moments de doute ? Quand c'était plutôt en bas, comment est-ce que tu es remonté ? Voilà. Ouais. Du coup, ça me pousse à te poser la question sur tes moments de doute à toi. Est-ce qu'il y a des moments de doute ? Oui. Et comment tu les as gérés ? Est-ce que tu peux parler d'un exemple simple ? Comment tu as un moment de doute vraiment que tu as eu récemment ou bien dans le passé ? Et qu'est-ce qui t'a permis de traverser ce moment de doute-là ? Un moment de doute, les 10 premières années de ma carrière, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle la médecine de précision. Médecine de précision, c'est de se dire, au lieu de dire qu'un médicament va fonctionner pour tout le monde, pour toutes les patientes atteintes d'un cancer du sein par exemple, c'est de se dire un médicament va fonctionner chez les patientes atteintes d'un cancer du sein avec une mutation spécifique, donc une mutation génétique spécifique. Et du coup, ça m'amène à 2020, et en 2020, j'ai été un peu à un carrefour parce que je me disais, ok, soit je continue dans cette direction, et je reste dans ce domaine de niche et je m'amusais beaucoup, soit je décide d'élargir. Et j'ai décidé d'élargir parce que je me rendais compte que les postes tels que le poste que j'occupe aujourd'hui, en fait, il me semblait nécessaire d'aller au-delà de la médecine de précision. Ok. Donc, si tu me rappelles la médecine de précision, c'est de voir comment est-ce que le médicament marche chez tout le monde. Dans une sous-population. Dans une sous-population spécifique. Voilà, une population spécifique. Et donc, j'étais un peu à un carrefour et je me dis, voilà, est-ce que je continue dans cette niche ou est-ce que j'élargis ? Et j'ai décidé d'élargir. Et donc là, je devenais, du coup, du jour au lendemain, beaucoup moins expert que les 10 années passées. Parce que les 10 années passées, j'avais travaillé énormément dans la médecine de précision. Et là, c'est un moment de doute, parce que tu te dis, est-ce que c'est la bonne décision ? Est-ce que c'est vraiment la bonne route ? Et au final, aujourd'hui, le poste que j'occupe,
Si j'avais pas pris ce virage à l'époque, je pense que je l'occuperais pas. Tu me fais réaliser que même dans la santé, il y a encore des spécialisations. Exactement. C'est- Exactement. C'est très pointu comme domaine. Tu as eu le doute, mais qu'est-ce qui te pousse justement à prendre le risque? Parce que tu as mis, c'était un pari en fait. C'est un pari. Qui pouvait marcher ou pas. C'est un pari qui pouvait marcher ou pas. Après, s'il marche pas, tu vois, quand je suis face à cette décision et que je me demande voilà, dans quelle direction je souhaite aller, est-ce que je veux continuer dans cette direction ou est-ce que je veux élargir, en fait, oui, c'est un pari, oui, ça peut marcher, oui, ça peut ne pas marcher. Maintenant, si ça marche pas, au pire, tu fais marche arrière. Et encore une fois, la prise de risque est assez limitée parce que des opportunités, il y en a. Des opportunités dans la santé, dans la data et la santé, il y en a beaucoup. Tu doutais? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre le risque en fait d'ailleurs? Qu'est-ce qui m'a poussé à prendre le risque? C'est cette volonté. À quel moment en fait tu te dis ok, bon, même si là je doute, j'y vais quand même? Ce qui m'a poussé à prendre ce risque, c'est la volonté d'élargir mon expertise en fait. Et tu as suivi en fait ton intuition, Ouais. tu as suivi tes envies, si on peut. D'élargir mon expertise et de me dire aussi ce qui m'a intéressé à terme, c'était d'occuper le type de poste que j'occupe aujourd'hui. Et le rationnel derrière, c'est de se dire en tant que contributeur individuel, on a un impact sur le développement d'un médicament. Maintenant, en tant que manager de manager, l'impact qu'on peut avoir me semble encore plus important. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les 3 casquettes, avec la casquette de scientifique, de stratège et de facilitateur. Donc moi, à terme, c'est ce qui m'intéressait, d'être un manager de manager. Et en prenant ce risque, je savais ou alors j'imaginais que ça allait peut-être m'aider pour aller dans cette direction. D'accord, ok. Donc, tu as suivi, je vous demande en disant, tu as suivi en fait tes envies, tes objectifs, tes ambitions du moment. On arrive à la fin du podcast. Avant de passer aux questions flash, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu aurais aimé aborder dans le podcast? Il y a un sujet, donc ma carrière aujourd'hui, j'ai travaillé 3 ans à San Francisco, 6 ans à Paris, 3 ans et demi en Suède, et aujourd'hui avec ma famille, on est basé à Toulouse. Donc on est de retour en France. Il y a notamment l'importance de ces expériences à l'international. On apprend énormément, aussi bien sur le plan professionnel, parce qu'on apprend des nouvelles manières de travailler, on apprend des nouvelles méthodes. Donc il y a l'aspect pro et il y a aussi l'aspect perso. Parce que du coup, ma première expérience, c'était à San Francisco. Quand on est à 9000 km de chez soi, clairement, on apprend beaucoup sur soi. Ouais. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a eu cette première expérience à l'international, à partir du moment où on a changé de pays en fait, pour le travail, psychologiquement, on a déverrouillé quelque chose. Et ce qu'on a déverrouillé, c'est on a déverrouillé un éventuel frein psychologique où on peut se dire moi j'aimerais bien avoir une expérience à l'international, et j'entends beaucoup d'étudiants me dire ça, j'aimerais bien avoir une expérience à l'international. Maintenant, entre le dire et franchir le pas, c'est autre chose. Mais une fois que tu l'as fait, tu as déverrouillé ça et tu te dis en fait je sais le faire. Et quand on déménage en Suède en 2020, ma fille à l'époque a 15 mois. Alors oui, la logistique n'est pas la même quand tu déménages en famille que quand tu es juste 2 à déménager. On est bien d'accord. Maintenant, en fait, c'est pas tant la logistique qui importe. C'est le verrou psychologique que tu t'es mis pour te dire « Ah non, mais en fait, ça doit être insurmontable comme histoire. » En fait, c'est pas insurmontable. Mmh. Et c'est se dire ça. Et c'est la force de ces expériences à l'international. Et ces expériences à l'international, c'est aussi des choses qui sont valorisées dans une carrière. Mmh. Parce que ça va prouver que la personne est adaptable. Ouais. Ça va prouver que la personne a réussi à naviguer dans des écosystèmes différents, donc dans des entreprises différentes, mais aussi dans des cultures différentes, et que cette personne a réussi à vivre dans ces différents écosystèmes. Exact. Et au-delà de la culture, aussi la langue. Lorsqu'on travaille avec les données, l'anglais, c'est un prérequis. Et toi, avec l'expérience dans des pays qui ne parlent pas forcément le français, je pense que tu as amené naturellement à... C'est indispensable. En 2025, c'est même plus une question. Ce n'est même plus un sujet, on n'en parle pas. Et d'ailleurs, j'allais te demander, on aurait pu le faire le podcast en anglais sinon. Et Une une autre suggestion fois. pour la communauté.
Ah, pourquoi pas? C'est vrai que c'est une question que je me suis posée parce que moi aussi, je suis restée essentiellement en France. J'ai travaillé dans un environnement anglophone, mais j'ai pas un niveau. Ouais, du moins, je peux tenir une conversation en anglais, mais je n'ai pas non plus le niveau le plus incroyable du monde. Mais ça peut être un challenge pour moi aussi de me dire, OK, pourquoi pas faire le podcast en anglais? Je le note, cette idée. Donc maintenant, on va passer aux questions flash. Si tu pouvais envoyer un message à toi-même d'il y a 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais que le savoir-faire est clé et le faire savoir est capital. Ah, super. Deuxième question, ça c'est la question que j'ai rajoutée tout à l'heure. Si aujourd'hui, tu as parlé beaucoup de la médecine de précision, tu as parlé des essais cliniques, tu as parlé également, j'ai oublié le terme que tu as utilisé pour mentionner le fait de tester dans les conditions réelles lorsqu'on a un médicament. Un environnement aseptisé. Un environnement aseptisé. OK, donc pour faire la data dans cet environnement-là, OK, si tu avais 1 million à investir dans un projet dans la santé, quelles seraient tes priorités? Sur quoi est-ce que tu investirais en priorité? Pour moi, il y a beaucoup de choses à faire sur la biométrie. Donc je prêche pour ma paroisse. Maintenant, si j'avais ce million, je l'investirais justement dans la modernisation de la biométrie au sens large et de me dire, voilà, on a travaillé d'une certaine manière en data management, en programmation, en statistique. Aujourd'hui, on utilise de l'IA en surface pour de l'optimisation de mails, voilà, vraiment pour des choses de surface. Ce million, je l'investirais pour me demander comment est-ce que je développe une biométrie que je qualifie de 2.0. Et dans cette biométrie 2.0, peut-être qu'il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on ne ferait plus demain. Parce qu'en termes de valeur ajoutée, il n'y a pas nécessairement une grande valeur ajoutée. Et ce sera de l'IA qui le fera? Pardon? Ce sera de l'IA qui fera? Ça peut être de l'IA qui le fait, avec toujours de l'humain dans la boucle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça sera de l'IA et de me dire, voilà, repensons nos métiers, demandons-nous qu'est-ce qu'on fait en interne, qu'est-ce qu'on externalise, et gardons en interne seulement ce qui a de la valeur ajoutée et là où on a un vrai impact. Super. Et troisième question, si tu avais 5 tips à donner pour développer un réseau, quels sont les 5 premiers que tu mets en avant? Yes. Alors, je pourrais tricher en disant LinkedIn à la puissance 5. C'est trop facile, Guillaume. C'est trop facile, donc je ne vais pas tricher. OK. Mais à la place, je vais dire d'abord bien faire le job. Parce que la base du réseau, en fait, c'est ça. Le réseau se construit sur ce qu'on fait au quotidien. Bien faire le job. La deuxième chose, c'est quand on construit son réseau, être véritablement intéressé à l'humain. Pas juste échanger une carte de visite parce qu'on veut échanger une carte de visite. La troisième chose, c'est rester en contact avec son réseau. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est rester en contact avec des anciens de l'NCI, c'est rester en contact avec des personnes avec qui on a bossé. La quatrième chose, c'est de donner plus que ce qu'on attend en retour. Toujours. Et la dernière chose, c'est LinkedIn. À la puissance 5. Du coup, là, tu as fait LinkedIn puissance 2. Donc, et ce que je note, c'est que pour toi, en fait, la base, c'est déjà savoir faire ce que tu fais très bien. Du moins, fais son job. Et ça me rappelle un truc que j'aime bien partager. Je suis un podcast, je connais The Diary of a CEO, c'est Stephen Bartlett. Il écrit le livre, en fait. C'est quoi le... J'ai oublié le titre du livre. Le journal d'un CEO. Ouais, c'est ça. C'est pareil, en fait. Ils disent en fait que justement, pour réussir dans tout ce qu'on fait, il y a 5 buckets qu'il faut remplir. Et le premier bucket, c'est ce que tu décris, en fait, c'est des knowledge. Parce qu'il dit en fait que la connaissance, donc le premier bucket, c'est la connaissance. Deuxième bucket, c'est la compétence. Parce que quand tu as la connaissance, tu arrives à être compétent. Troisième bucket, justement, c'était le réseau. Parce que quand tu as la connaissance, tu as la compétence, tu peux justement avoir un réseau. Parce que c'est parce que tu as la compétence que tu intègres un réseau. Le quatrième bucket qu'il a mis en avant, c'est justement les ressources. Parce que quand il parle de ressources, c'est quoi? C'est les ressources financières, c'est les ressources humaines. En gros, quand tu as la connaissance, tu as la compétence, tu as le réseau te permet d'avoir accès aux ressources qui peuvent être l'argent, qui te permet d'avoir accès aux ressources qui peuvent être d'autres êtres humains. Et le cinquième bucket, c'était ta réputation. Donc, tu as la connaissance, tu as la compétence, tu as le réseau, tu as les ressources et du coup, ta réputation. Et c'est comme ça que tu arrives
à exceller. Donc, c'était le tips que je voulais rajouter. Là, c'est un tips. Maintenant, s'il ne devait rester qu'une seule compétence à cultiver dans les 10 prochaines années, ce sera laquelle pour toi? Pour moi, ce serait l'humain. L'humain, au centre de tout. L'humain au centre de tout. On parle beaucoup de leadership. Dans le leadership, on peut ranger beaucoup de choses. Pour moi, ce serait ça. On parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup d'automatisation de certaines tâches. Alors, effectivement, il y a certaines tâches qui vont être automatisées. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on ne fera peut-être plus demain. Maintenant, l'humain, ça va être compliqué à automatiser. Donc, pour moi, ce serait ça. Ce serait les soft skills. Miser sur l'humain et les soft skills. Un livre ou une ressource qui t'a profondément marqué en matière de science, de leadership, de carrière. Quel livre tu mets en avant? Il y a plusieurs livres qui m'ont marqué. Un qui m'a marqué juste avant de rejoindre Pierre Fabre, qui m'a d'ailleurs été recommandé par quelqu'un de mon réseau. C'est un livre qui s'appelle The First 90 Days. Les 90 premiers jours. 90 premiers jours. Et la tagline de ce livre, c'est de se dire, en fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la réussite au sein d'une entreprise, dans la réussite au sein d'un poste, qui se jouent dans les 90 premiers jours. Et donc ce livre, c'est plein de trucs et astuces pour justement faire en sorte que ces 90 premiers jours, vous les abordiez de la manière la plus optimale possible pour qu'ensuite vous réussissiez au sein de l'entreprise. D'accord. Vous aurez les liens en description. Je crois que je l'ai lu ce livre, d'ailleurs. Je vous mettrai le lien en description. Et pour terminer, Guillaume, un dernier conseil pour la fin. Moi, le conseil que je donnerais, c'est amusez-vous. Parce que à partir du moment où vous vous amuserez, on s'en rendra compte. Et du coup, le succès suivra, en fait. Donc amusez-vous et ce que j'ai l'habitude de dire aux étudiants notamment, c'est le jour où vous arrêtez de vous amuser, le jour où vous commencez à vous ennuyer, ou le jour où vous avez l'impression de ne plus rien apprendre, c'est-à-dire qu'il faut faire autre chose. Génial. Donc, chers amis, amusez-vous, likez, commentez, partagez, parce que c'est comme ça que le podcast grandit. Si vous souhaitez voir le podcast, on a parlé tout à l'heure de Pierre qui est sur Google, vous pouvez aller regarder la vidéo qui s'affiche juste là. Sur ce, merci beaucoup Guillaume d'avoir participé à l'exercice. Moi, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé discuter avec toi. Donc, likez, partagez les amis et surtout, prenez bien soin de vous. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour un autre épisode. Bye bye.